Et oui, Bruno Retailleau, on va parler de la réforme des retraites puisque la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a affirmé qu'il n'y aurait pas de vote sur l'abrogation de la réforme à l'Assemblée nationale, notamment autour de la discussion de la proposition de loi du groupe Lyot. Elle va empêcher finalement le rétablissement de cette mesure qu'elle juge non recevable sur le plan financier, l'abrogation de la retraite à 64 ans. Est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie ? Est-ce que c'est un déni de démocratie de ne pas d'appliquer la Constitution française ? Si la présidente d'une assemblée nationale, n'appliquait pas la Constitution, ce serait ce qu'on appelle une forfaiture. Il y a un article 40, il est assez clair, il y a un amendement, et cet amendement explose la charge publique. Donc son devoir, quoi qu'elle en pense par ailleurs, dans sa fonction, c'est de dire, voilà, c'est anticonstitutionnel. Et ce texte de loi n'a pas été fait pour aboutir. Il savait très bien que d'ailleurs que quand bien même utile était voté à l'Assemblée, il aurait été bloqué au Sénat et ensuite censuré par le Conseil constitutionnel. C'est un coup politique pour entretenir en réalité cette tension sur les retraites. Moi je dis aux Français, comment voulez-vous, si on ne réforme rien, traiter un problème avec un montant astronomique de déficit de plus de 150 milliards d'euros sur le régime des retraites. On fait tout exploser. Alors en réponse, les oppositions devraient déposer une motion de censure du gouvernement. La dernière motion de censure, eh bien, on est passé à 9 voix près de la censure du gouvernement Borne. Cette fois-ci, est-ce que vous pensez que le gouvernement Borne va tenir ? Bien sûr, et vous verrez, l'écart sera encore plus important parce que je pense que même les députés qui ont parfois pu voter la première motion de censure pensent que là, c'est aller trop loin et qu'on ne peut pas entretenir la tension pour la tension. C'est en quelque sorte tromper les Français, leur faire miroiter que par un texte abrogatif d'une proposition de loi, on pourrait renverser le jeu. Ceux qui ont déposé ce texte-là savent parfaitement, dès le début, ils ont su parfaitement que ça n'était pas possible. Voilà, je pense que cette réforme des retraites, encore une fois, on ne s'amuse pas à demander des efforts aux Français. C'est pour que le régime des retraites par répartition, qui est le lien entre nos générations, puisse tenir à l'avenir. Et si des députés, les Républicains, votent une nouvelle fois cette motion de censure, il y en avait une vingtaine la dernière fois, qu'est-ce qui doit se passer au sein du parti ? Vous verrez, moi je suis au Sénat, je suis président de groupe au Sénat, ça concerne Olivier Marleix, mais vous verrez, je prends le pari qu'il y en a beaucoup moins qui pourraient voter une motion de censure. On va parler d'immigration, Bruno Retailleau, puisque l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a livré une interview dans l'Express assez intéressante sur l'immigration. Il a vraiment durci son discours. Il se dit favorable à la remise en cause à intervalles réguliers de l'aide médicale d'État. Il est contre l'immigration du fait accompli. Est-ce qu'Édouard Philippe n'est pas en train de redevenir les Républicains ? En tout cas, ce que j'observe, c'est que c'est nous, les Républicains, qui ont ouvert ce débat quand on a déposé 2 textes de loi, 2 propositions avec Éric Ciotti et puis Olivier Marleix. Et du coup, c'est nous qui faisons l'actualité. Donc je pense que cette proposition était bonne. Ce que j'observe, c'est qu'il dit comme nous, que le texte déposé par Gérald Darmanin n'est pas suffisant. C'est une façon de dire qu'il n'est pas bon. Même jugement. Je rappelle quand même à Édouard Philippe qu'il était ancien Premier ministre et que lorsqu'il était chef du gouvernement, il a quand même autorisé un texte qui a élargi le regroupement familial en France. C'était inédit en Europe. Donc voilà, il y a des jeux, il se positionne pour les présidentielles. Mais c'est très bien s'il vient en réalité sur le débat que nous-mêmes nous avons initié. Je pense que c'est tout bénéfice pour nous. Et s'il devient plus ferme sur les sujets régaliens, est-ce qu'il peut représenter la droite en 2027 ? Écoutez, il y a des années-lumière. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on règle au moins ce problème, qui est un problème fondamental. Les Français, je pense, beaucoup, à plus des 3/4, parfois 80%, disent dans toutes les études d'opinion qu'ils trouvent que la coupe est pleine, voilà, qu'il y a un chaos migratoire, qu'il faut y mettre fin. Donc toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, mais on observera ces bonnes volontés au pied du mur, au vote. Que fera d'ailleurs le groupe Horizon à l'Assemblée nationale vis-à-vis des propositions d'ailleurs des Républicains à l'Assemblée nationale. Donc Édouard Philippe, candidat de la droite en 2027, vous ne fermez pas la porte ? Non mais je ne l'ouvre pas et je ne la ferme pas. Je pense que c'est encore une fois beaucoup trop tôt, que ces politiciens, et ce que je veux moi, c'est qu'on règle les problèmes pour lesquels les Français nous ont élus. Et un des grands problèmes des Français aujourd'hui, c'est le chaos migratoire. Il faut y mettre fin, le plus rapidement sera le mieux. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. Voilà, il n'en trouvera pas même le début de la fenêtre pour la candidature d'Édouard Philippe en 2027. Bruno Retailleau. Et enfin, une dernière réaction en cette salle des conférences avec vous, Alexandre, celle du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a été notamment interrogé sur la question du harcèlement scolaire cette semaine dans l'hémicycle du Sénat.
Effectivement, et on va parler de l'affaire Lindsay, le suicide de cette collégienne dans le Pas-de-Calais, une collégienne victime de harcèlement. Bonjour Pape Ndiaye. Bonjour. Vous avez expliqué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire, mesures prises pour certaines depuis des mois. Ça veut dire que dans cette affaire Lindsay, ce dispositif n'a pas fonctionné. Le dispositif auquel vous faites allusion, c'est le programme phare qui a été généralisé à toutes les écoles et tous les collèges à la rentrée dernière. Mais de toute évidence, ce programme n'est pas encore uniforme, il n'est pas encore homogène. C'est la prévention, c'est le repérage et c'est également la prise en charge des situations de harcèlement. Nous avons à progresser, c'est un chemin que l'Éducation nationale a pris depuis plusieurs années. Nous accélérons en la matière avec en particulier l'utilisation et la mise en œuvre de la loi Balanant, c'est-à-dire le fait que les chefs d'établissement transmettent systématiquement à l'autorité judiciaire les cas de suspicion de harcèlement ou de harcèlement avéré. C'est le fait qu'un élève harceleur dans le premier degré puisse être déplacé lors même que les parents ne sont pas d'accord. Le décret a été transmis au Conseil d'État hier. C'est le renforcement du 3018 et du 3020. Vous savez, ces deux numéros pour le cyberharcèlement et pour le harcèlement à l'école qui d'ailleurs rencontrent une audience importante. C'est des adultes référents, un adulte référent nommé et rémunéré pour cela, en charge des liens avec les familles, de la formation des enseignants. Et puis également de s'assurer que le programme phare est bien mis en place. Donc nous sommes au travail pour accélérer sur la question du harcèlement parce que c'est un fléau intolérable. Il y a beaucoup de mesures, ça veut dire que dans ce drame de l'affaire Lindsay, il y a eu des failles, des manques sur cette application du dispositif ? Il y a une enquête, deux enquêtes qui sont en cours, une enquête judiciaire bien entendu, mais aussi une enquête administrative. Et j'ai demandé pour cela à 3 inspecteurs généraux d'enquêter. Nous aurons les résultats de cette enquête dans 1 mois et j'en tirerai bien entendu les conclusions. Mais il est hors de question de tirer des conclusions avant que l'enquête soit terminée. L'enquête est en cours. Alors, vous avez rencontré la famille de Lindsay, la maman de Lindsay. Après cette rencontre, a jugé que vous n'étiez pas sincère dans votre combat contre le harcèlement scolaire. Quelle est votre réaction ? Je peux comprendre la douleur des familles face au drame épouvantable qu'elles peuvent vivre. Mon rôle de ministre de l'Éducation, c'est de prendre des mesures pour que ces drames ne se renouvellent plus. Nous sommes au travail, c'est d'ailleurs un travail intergouvernemental puisque le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, la ministre de l'Enfance et le ministre du Numérique sont aussi au travail. Vous savez que le cyberharcèlement est également un énorme problème, que cela dépasse les frontières de l'école. L'école a beaucoup à faire, mais c'est aussi un problème général, c'est un problème de société, c'est un problème qui concerne les parents, la manière dont les parents surveillent leurs enfants. Tout cela est en jeu. Nous allons à l'Éducation nationale et nous prenons notre part, mais j'insiste sur le fait que c'est l'ensemble de la société qui doit se mobiliser pour faire reculer le harcèlement à l'école et au-delà de l'école. Pape Ndiaye, on va parler de laïcité puisque hier vous avez réuni les recteurs autour du problème de l'abaya, cette robe traditionnelle musulmane. Il y a une hausse des atteintes à la laïcité, notamment autour du port de cette robe traditionnelle. Alors actuellement, il y a une circulaire qui dit que c'est à l'appréciation des chefs d'établissement de pouvoir exclure ou non les élèves qui portent cette robe traditionnelle. Est-ce qu'il faut aller plus loin que cette circulaire ? Cette circulaire du 9 novembre, elle précise un certain nombre de choses. D'abord, c'est une circulaire ferme quant à l'application de la loi de 2004 qui doit être appliquée sans trembler. D'abord, par l'information des familles, par la protection des personnels, par leur formation, par la possibilité de conseils de discipline quand cela doit avoir lieu, y compris des conseils de discipline dépaysés, lorsque des pressions trop importantes ont lieu dans un établissement ou dans une ville. Toutes ces mesures doivent être mises en œuvre. Quant au phénomène des abayas, qui est d'ailleurs en baisse pour le mois de mai, moins 30%, mais ce sont des variations saisonnières, si je puis dire, il est très clairement concerné par la circulaire du mois de novembre. Nous n'allons pas éditer un catalogue de centaines de pages avec des formes de manches ou de couleurs. On ne s'en sortirait pas d'un point de vue juridique. Effectivement, l'appréciation du caractère religieux ou pas, ce sont les chefs d'établissement qui doivent l'apporter. Nous les formons pour cela. Nous avons aussi les équipes Valeurs de la République qui peuvent les aider. C'est plus de 600 personnes à l'échelle du pays et qui peuvent répondre soit au téléphone, soit se déplacer lorsqu'un cas épineux se pose. Et puis, bien entendu, des sanctions peuvent être
appliquer lorsque le dialogue avec la famille n'a pas réussi. Donc en un mot, cette circulaire suffit. Il faut appliquer fermement la circulaire et faire de telle sorte que les atteintes à la laïcité, qui ne concernent pas seulement le port de tenues et de signes religieux, reculent, et nous sommes absolument déterminés pour cela. Fermeté, mais aussi pédagogie, parce qu'il faut aussi convaincre les élèves que la laïcité, elle est faite pour eux. Merci beaucoup, Pape Ndiaye, d'être venu au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réactions politiques à l'issue de cette séance de questions au gouvernement que nous allons maintenant débriefer sur ce plateau. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la Commission des Finances. Face à vous, Yann Chantrel. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Et enfin sur ce plateau, Joël Guerriau. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Loire-Atlantique, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Alors, plusieurs questions ont été abordées lors de cette séance de questions au gouvernement, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour de table autour d'une actualité qui se passe plutôt de l'autre côté, à l'Assemblée. Mais bon, c'est un sujet qui a beaucoup occupé le Sénat, c'est la question de la réforme des retraites. Yann Chantrel, ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé que l'article 40 serait appliqué pour ne pas débattre de la principale disposition de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Votre réaction ? Ma réaction, c'est que c'est proprement scandaleux. Ce qu'on attend d'une présidente d'Assemblée, quelle qu'elle soit, président ou présidente d'Assemblée, c'est qu'elle soit la garante, non pas du pouvoir exécutif, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays, qui sont gravement atteints par les décisions qui sont prises par la présidente de l'Assemblée. Elle doit garantir justement nos droits d'amendement et le pouvoir de contrôle de l'exécutif des parlementaires. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est aux ordres du gouvernement là-dessus. Clairement, elle est aux ordres. L'article 40, il est constitutionnel. Il est constitutionnel, il n'a jamais été utilisé par un président d'Assemblée sur une proposition de loi. Parce qu'il y a des propositions de loi, je peux vous en sortir un paquet, qui ne serait plus... Qui crée des charges. Ah oui, mais qu'on refuserait, on va toutes les refuser. Il y en a une qu'on a adoptée sur les enfants handicapés, justement. Elle est article 40. Pourquoi la présidence ne l'a pas retoquée ? Donc c'est un précédent qu'elle est en train de créer. C'est-à-dire que nous ne discuterons pratiquement plus d'aucune proposition de loi dans ce cas-là, puisque la plupart seraient soumises à cet article 40. Et elle ne respecte même pas sa propre commission qui a décidé, le président de la Commission des Finances, qui a dit clairement que c'était recevable. Donc elle ne respecte même pas ses propres institutions. C'est pour ça que c'est grave. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de faire la présidente, elle a une lourde responsabilité. Elle ne défend pas les parlementaires. Et en tant que parlementaire, je suis profondément choqué par son attitude. Elle est aux ordres du pouvoir exécutif. Et ça, c'est profondément scandaleux. Un déni de démocratie parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Lavarde ? Et peut-être un mot sur l'article 40. Pour préciser le contexte, c'est-à-dire que là, on ne s'attaque pas à une proposition de loi, on parle d'un amendement qui a été déposé en vue de la séance publique qui aura lieu demain, et l'amendement en tant que tel est article 40. Puisque la proposition elle a été étudiée en commission, un article a été supprimé, d'autres articles... L'article principal, a été supprimé, mais la proposition de loi, il me semble d'ailleurs, elle a été votée ensuite à la fin, et donc là... Certains députés sont venus redéposer un article en vue de la séance publique, article qui crée des charges. On le voit tous ici quand on est rapporteur ou quand soi-même on dépose des amendements en vue que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi. Si l'amendement est article 40, il n'est pas étudié lors de la séance publique. Donc c'est là ce dont on parle. Donc vous dites que ça ne pose pas de problème, non, ce n'est pas un déni de démocratie. Vous dites que c'est normal ce qui se passe à l'Assemblée ? Ce qui est un peu étonnant, c'est de remettre en fait ce sujet sur la table, moins de 2 mois après des débats qui ont été longs, qui ont été discutés. Au Sénat, on a étudié vraiment ce texte du début jusqu'à la fin. Donc il y a eu une expression de la démocratie. On n'a qu'à voir hier le nombre de manifestants dans la rue. Un certain nombre de Français... en baisse, oui. Largement en baisse. Enfin, j'ai lu, il y a moins de 100 000 personnes, largement moins, qui ont défilé hier. Donc les Français sont passés à autre chose. Ils ont fini par comprendre qu'en fait c'est quand même une nécessité devant nous. Non, et si on veut, en tout cas, si on veut financer, je pense tous les sujets de leur demander leur avis sont massivement contre encore. Hein. Alors, vous voulez... Ne dites pas qu'ils l'ont accepté parce que c'est scandaleux. Vous financer ni si vous voulez les enrager, dites ça, dites qu'ils ont accepté. Ni politique de transition, mais alors vous voulez financer comment les politiques ? Non, mais par rapport juste à ce point-là, si on veut en débattre à nouveau, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a justement jamais voté sur ce texte. Il est là le problème. Dans de bonnes conditions. C'est ça le problème. Et vous-même qui êtes parlementaire, que vous soyez pour ou contre,
On ne peut pas accepter la manière dont le débat s'est déroulé. Moi, je pense qu'une démocratie, pour qu'elle fonctionne, elle doit respecter des règles. La première des règles que nous avons, c'est de définir un budget de l'État. Ce budget, nous le défendons en cours d'année, et en particulier sur la fin de l'année, qui définit les normes, qui définit la capacité de l'État à faire face à des dépenses en fonction des recettes qu'elle va percevoir. C'est ça le sujet. À partir de là, dans l'année qui vient, on va débattre d'un certain nombre de lois. Si à un moment donné, on apporte un élément qui est effectivement, par la Constitution, un article que l'on peut faire valoir, qui est l'article 40, à savoir qu'on n'est plus en capacité de répondre financièrement à une opération qui consiste à nous demander une dépense supplémentaire trop importante, de facto, il y a un problème constitutionnel et la loi s'applique. Je crois qu'il faut qu'elle s'applique, cette loi. Et quant au fait de dire aujourd'hui, on n'a pas pu aller au bout de cette loi à l'Assemblée nationale, dans quel chahut était l'Assemblée nationale? Combien d'amendements ont-ils apporté? Des amendements totalement stupides. On en a eu aussi au Sénat, qui nous ont été apportés par le groupe de monsieur, avec des amendements crétins. Et je le dis très fort parce que je trouve ça inadmissible. Quand on amène des amendements qui consistent à changer d'une journée à l'autre pour la remise d'un rapport, avec 90 sous-amendements qui disaient on passe du 1er septembre au 2 septembre, puis après du 1er septembre au 3, etc., jusqu'au fin novembre, je suis désolé, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de faire un débat de fond, c'est pas de faire de l'obstruction ou d'aller dans des situations qui sont inadmissibles. Alors, mettons un point final à cette affaire, passons aux choses sérieuses, revenons sur ce qui fait le débat et les réformes, et arrêtons cette essai de façon de faire de la politique qui nuise à la démocratie. Votre réponse, et on refait pas tout le débat sur les retraites lors de cette séance de questions. On a eu un vrai débat sur le fond avec des arguments contre-arguments, pour le coup, justement. Et la problématique que pose cette constitution aussi de la Ve République. Nous, on est vraiment dans une crise démocratique majeure. Il y a d'autres parlements, cet article 40 n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Le Parlement devrait pouvoir aussi décider des dépenses et des recettes. C'est tellement intégré que vous avez même des parlementaires qui défendent le fait de ne pas avoir de pouvoir. Moi, je défends le fait qu'il faut que le Parlement ait beaucoup plus de pouvoir. Parce que mettre les mains entre le maximum de pouvoir, le président de la République française est celui pratiquement dans les démocraties qui a le plus de pouvoir dans notre pays. Ça n'est pas équilibré, ça n'est pas un bon régime. Il est défaillant et il est poussé à son extrême avec Emmanuel Macron, justement, qui est en train de pousser à son extrême tout ce qui est le plus nocif dans ces institutions qu'il faut plus que jamais changer, justement. Et ça, c'en est la preuve. Ça va faire une révision constitutionnelle aujourd'hui. On est d'accord. Bon, on passe à un autre thème. Alors, de cette séance de questions au gouvernement, pour cela, on va rejoindre Quentin dans l'hémicycle du Sénat, parce qu'il y a un thème qui a balayé quasiment tous les autres lors de cette séance, c'est la question du logement. Oui, tout à fait, Tam, avec des critiques adressées par les centristes, les LR, les communistes ou encore les socialistes en cause. Cette grande déception après la présentation du plan logement lundi soir par la Première ministre en clôture du Conseil national de la refondation et de son volet sur le logement. Un LR a même parlé du fait que l'exécutif avait réussi un exploit et un oxymore avec un plan de relance qui fait des économies. Écoutez aussi la colère de la sénatrice centriste Valérie Létard. Le CNR devait constituer un tournant ambitieux pour notre politique du logement face à une crise sans précédent. Pourtant, ce CNR a tout d'un rendez-vous manqué. Les acteurs du logement sont unanimes, le compte n'y est pas. Pire, l'heure est à la désillusion. Et votre déni ne change pas le résultat. La politique du logement ne semble manifestement destinée qu'à être une variable d'ajustement budgétaire. Avec au total donc 4 questions sur cette crise du logement, ce plan qui n'est pas à la hauteur selon les sénateurs. Et en face, sur le banc des ministres, Tam, on a vu 2 ministres se relayer au fil de la séance entre le ministre délégué en charge du logement et son collègue Christophe Béchu à la cohésion des territoires, Olivier Klein, qui a lui par exemple maintenu que le CNR était bien un succès. Et on a senti que cette phrase avait beaucoup fait réagir, beaucoup déplu dans les rangs des sénateurs. Mais donc son collègue Christophe Béchu a lui adopté une autre stratégie de défense. Écoute un extrait de sa réponse. Je veux donc préciser ce qu'a été le début de la conclusion de la Première ministre. Ça a été d'expliquer, et Olivier Klein l'a fait juste avant elle, que ce CNR, c'était pas la fin de l'histoire, mais que c'était un point d'étape qui permettait à la fois de tenir compte de ce qu'avait été une concertation et de regarder sur ce qui arrivait devant. La Première ministre a donné un rendez-vous à la fin du mois de juin à l'ensemble des ministres qui sont concernés, à la Caisse des dépôts et consignations, pour aller plus loin sur un certain nombre de sujets.
Voilà, donc ce n'était peut-être pas la conclusion en fait, Tam, ce discours de lundi soir face effectivement à la désillusion des acteurs du secteur. On voit que l'exécutif tempère et renvoie vers de nouvelles annonces. Oui, merci beaucoup Quentin. Effectivement, car il faut le dire, les professionnels du secteur ont effectivement éreinté le plan présenté par la Première ministre. Pas de vision stratégique, des mesurettes, un coup de grâce porté à la maison individuelle. Rien pour relancer la construction de logements sociaux. Il y en a eu de tous les côtés. Christine Lavarde, le compte n'y est pas. C'est surtout qu'il y avait des attentes, parce que normalement, les conclusions de ce CNR logement, elles devaient être dévoilées le 9 mai, si je ne me trompe pas. Donc en fait, finalement, on est quasiment un mois plus tard. Le décalage avait été justifié par le fait que les mesures n'étaient pas assez ambitieuses et qu'il fallait les renforcer. Et là, quand même, force est de constater qu'en fait, c'est des niches, c'est des petits sujets, renforcer le bail solidaire, renforcer le prêt à taux zéro. Mais c'est pas ça qui va relancer la filière logement. Et surtout, des gros congrès, le congrès des bailleurs sociaux, le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers se tenait en fin de semaine dernière. Et les messages qu'on a entendus dans les différentes tables rondes sont vraiment des messages d'alerte, en fait, sur le fait que la filière aujourd'hui est en grave difficulté, mais pour des raisons de nature très diverses. Elle est en grave difficulté parce qu'il n'y a plus de délivrance de permis de construire. Donc c'est à la fois dû aux ZAN, c'est à la fois dû au fait que les maires n'ont plus les maires n'ont plus aucune incitation à accueillir de nouveaux habitants. Il n'y a plus de lien entre l'habitant et la ville depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Et je pourrais égrener comme ça tout un tas d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui, le secteur du logement est en berne. Si on ajoute la pénurie, le renchérissement du coût du travail, voilà, on est vraiment confronté à un choc très important et qui se fait au détriment des personnes qui cherchent à entrer sur ce marché, et notamment les primo-accédants. Et aujourd'hui aussi, le mal-logement touche plus de 4,1 millions de personnes. Olivier Klein a reconnu une bombe sociale. Ces réponses sont-elles à la hauteur aujourd'hui ? D'abord, je crois que, comme l'a rappelé à l'instant Christine Lagarde, il y a un certain nombre... Lavarde. Il y a un certain nombre de situations qu'il faut rappeler et qui font que la crise est profonde et compliquée. Sur le plan sociétal, on peut rajouter aussi le phénomène des familles monoparentales. En 2000, il y avait à peu près 15% de familles monoparentales. Aujourd'hui, on a dépassé les 25%. C'est-à-dire que le besoin de logement, il s'est énormément amplifié du fait de cette société où il faudrait peut-être créer davantage d'agences matrimoniales. On est dans le sourire là, mais c'est une réalité. Donc il y a un besoin, et face à ce besoin-là, on a dans nos communes la contrainte ou dans les agglomérations de faire ce qu'on appelle un plan local de l'habitat. Et lorsqu'on veut faire ce plan local de l'habitat, on se rend compte que c'est loin d'être simple, parce que ça a été rappelé, on a l'intention d'éviter l'étalement urbain, donc on commence à mettre des règles pour faire en sorte que un certain nombre de points qui étaient des points constructibles ne le deviennent plus. Donc on a en face de facto, puisqu'on réduit les possibilités à construire, des augmentations sur la valeur des prix des terrains, donc les prix augmentent. Mais en face, on a une situation inflationniste qui fait que les prix, les taux augmentent également. Donc pour les primo-acquéreurs, c'est très compliqué de se lancer sur la construction. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut remettre à plat pour redonner un petit peu de... Que faudrait-il faire Alors, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. D'abord, les prêts à taux zéro. Ça a été annoncé par le ministre sur plusieurs choix qu'ils ont effectués qui devraient permettre de relancer. Mais je pense que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est pas que le gouvernement. Je veux dire que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent essayer de trouver les solutions à une multitude de situations qui ne font que s'empiler et qui rendent les choses extrêmement compliquées. Oui, je le redis, il y a 4,1 millions de personnes en France touchées par le mal-logement, la location qui est grippée, toute une crise du secteur avec une construction neuve aussi en chute libre. Voilà, on la voit, c'est une crise du logement un peu multiforme et multifactorielle. Oui, tout à fait. Et justement, ça ne répond pas à ça parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, mais il y a un manque de 3 millions de logements. Il y a à peu près 2 400 000 Français et Françaises qui sont en attente d'un logement social. Et vous avez 330 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Donc ça vous donne déjà l'ampleur du sujet pour nos compatriotes. Et le CNR, c'était 700 propositions. La Première ministre, c'est 14 ou 16. Enfin, ça vous montre
l'ampleur effectivement de la déception. C'était comme le Conseil sur l'environnement qui avait débouché sur pratiquement rien. À chaque fois, il y a des grands... Et ça crée beaucoup de désillusions. C'est même pas des fils. Ça peut être intéressant de consulter les citoyens, mais si c'est pour que derrière, il n'y a rien... Ça crée encore plus de déception chez les gens. Si on les consulte, c'est juste pour de l'artifice communicationnel. Ça ne fonctionne pas. Les enjeux sont massifs parce que quand je vous dis il y a 3 millions, il manque 3 millions de logements. Il faut savoir qu'en parallèle, il y a 3 millions de logements vacants. Mais bien évidemment, ce n'est pas dans les mêmes zones. La plupart du temps, c'est dans la diagonale du vide, c'est en ruralité. D'où l'importance également pour des raisons climatiques et environnementales de déconcentrer aussi, de beaucoup plus décentraliser, qu'il n'y ait plus d'étalement urbain autour des grandes villes, justement, et si on veut déconcentrer, qu'est-ce qu'il faut également dans la ruralité ? Il faut du service public, parce qu'il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins d'écoles, il y a de moins en moins de postes. Oui. Donc, c'est une vision d'ensemble, c'est une politique globale. Là, c'est de la politique à la petite semaine, taux à taux zéro. C'est pas une vision d'ensemble par rapport à tous les enjeux qui sont